Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera un point lecture. J'ai pas mal de choses à vous montrer depuis la dernière fois que l'on s'est vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit quelque chose à boire. Et c'est parti, on y va. Donc comme d'habitude, je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé pour aller vers ce que j'ai préféré, voire coup de cœur. Alors, depuis qu'on s'est vu, ce que j'ai peut-être le moins apprécié dans mes dernières lectures, il s'agit donc de Cette nuit-là de Victoria Hislop aux éditions Les Escales. Il s'agit de la suite du roman de Victoria Hislop qui s'appelait L'île des oubliés, que j'avais adoré, surkiffé, qui est sorti en poche depuis bien longtemps. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, je crois. Et donc cette suite, elle l'a écrit 10 ans après. Et je vous conseille vraiment ce premier tome qui nous parle d'un petit village en Crète et d'une petite île qui s'appelle l'île de Spinalonga, sur laquelle on envoyait, et c'est véridique, les lépreux. Et on va suivre une famille, notamment on va suivre Maria, les sœurs Maria et Anna. Je ne vous en dis pas plus, lisez L'île des oubliés. Dans le roman Cette nuit-là, c'est donc une suite directe. Déjà j'ai eu un peu de mal à me remettre parce que vous imaginez bien que 10 ans après avoir lu le premier tome, se remettre sans véritable résumé direct avec les personnages, j'ai eu un peu de mal, premièrement. Et ensuite, c'est à la fois une suite directe, mais à la fois pas vraiment la suite. C'est très compliqué à vous en parler. En fait, on va suivre notamment, principalement, un des personnages secondaires du premier tome, qui va devenir un des personnages principaux ici. Ce personnage secondaire, c'est Manolis, qui est grec. Il va se passer quelque chose une certaine nuit. Il va devoir quitter la Crète pour Athènes et on va suivre Manolis. Malheureusement, avec ce personnage, ça l'a pas vraiment fait. Je ne me suis pas attachée à lui. En revanche, on retrouve une des sœurs, on retrouve Maria, qu'on retrouvait dans le premier tome, on la retrouve ici. Elle, j'ai adoré la suivre, je trouve qu'elle est passionnante, mais j'ai trouvé qu'il manquait un truc. Autant L'île des oubliés, c'est un bouquin où vous êtes vraiment pris au trip, c'est dense, les personnages ont de la profondeur, il y a une histoire qui est très intéressante, il y a tout un côté historique qui est vraiment super bien fait. Autant ici, j'ai l'impression de survoler, que c'était un peu superficiel. On nous parle de Manolis, moi personnellement, c'est pas un personnage qui m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, donc c'est une suite que j'ai bien aimé quand même découvrir parce que j'avais vraiment envie d'avoir le mot de la fin. Notamment, certaines questions sont résolues, certains problèmes sont résolus ici. Mais vous pouvez vous en passer allègrement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Ouais, allez, celui-ci. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, mais il n'est pas parfait. Donc je vais vous présenter Les saisons de la tempête de El Cosimano, c'est aux éditions de Saxus. Une petite bricasse qui fait presque 500 pages. On est dans la fantaisie ici, alors attention, c'est de la fantaisie plutôt young adult. On va suivre Jack qui un soir d'hiver, alors qu'il fait très très froid, est recueilli par Gaïa, une espèce de divinité si vous voulez, et elle lui propose soit de mourir de froid, sympa, soit de survivre, mais s'il survit, il se met à la disposition de Gaïa, il se met, il incarne une saison. Donc vous comprenez bien que Jack va choisir de rester en vie. Il va donc incarner l'une des saisons parce que Gaïa c'est une espèce de mère nature comme une divinité et un peu dans tous les pays elle chapeaute les saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, qui sont incarnés par des jeunes gens, des filles ou des garçons. Et donc vous avez bien compris que l'hiver ne reste pas hiver éternellement, il est chassé par le printemps et donc à chaque nouvelle saison, le printemps va devoir chasser l'hiver et le tuer, et puis c'est un cycle sans fin, ils font ça depuis des années, des années, des années. Alors, ils ont un côté magique qui fait qu'ils ne vieillissent pas, alors ils vieillissent, on va dire mentalement, mais ils ne vieillissent pas physiquement. Jack a toujours son air d'ado de 17 ans, et chaque année il est chassé, puis il est tué par Fleur, qui est la printemps. Ensuite c'est Julio qui doit tuer Fleur, et c'est Amber qui tue Julio, et c'est Jack, vous avez compris, qui tue Amber. Et c'est un cycle comme ça. Jusqu'au jour où Jack
prend conscience qu'il aime, qu'il est tombé amoureux de Fleur. Les sentiments d'ailleurs sont plutôt réciproques. Et il va choisir de mettre fin à ce cycle épouvantable où en fait ils se sont exploités par Gaïa et par un autre personnage, par Chronos. Et ils vont s'enfuir, ils vont mettre un stratagème pour s'enfuir. Donc on est dans une fantaisie dystopique qui est assez intéressante au niveau de l'univers parce que moi je n'avais jamais vu encore cet univers avec ce cycle des saisons, cette incarnation dans les saisons. Je vous avoue, quand j'ai eu la 4ème de couverture, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'elle va nous faire, ça va être très étrange, et en fait ça passe tout seul, c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. Après on est dans du young adult. Donc qui dit young adult dit ado, donc dit un peu romance, il faut vous attendre à ça, même si c'était très intéressant. Il y a quand même, je trouve, un coup de mou au milieu du bouquin. Alors coup de mou dans le sens, il y a beaucoup d'action, c'est très rythmé, mais il y a un coup de mou dans le sens où au milieu du roman, j'ai trouvé que ça tournait un petit peu en boucle, ça tournait un peu en rond, sur un schéma finalement assez stéréotypé. Heureusement, vers la fin, on arrive à en sortir, il y a des petites choses... qui viennent nous sortir un peu de ce cycle, de ce tournage en rond, ça ne veut rien dire, mais bon, bref, vous avez compris. Après, il y a un truc, moi, qui m'a gênée, c'est la narration, c'est le style de l'auteur, j'ai pas vraiment accroché parce que, dès le début, il y a énormément de personnages. Et en fait, c'est très descriptif, avec des phrases courtes, du style Jack tombe, Amber lance une boule de feu, Fleur... donne un coup de pied, Julio fait ci, machin lui fait ça. Vous voyez ce genre de phrases très courtes où en fait on décrit juste des actions, donc on sait plus trop où on en est. J'ai trouvé que parfois ça manquait voilà, un peu de densité, un peu de profondeur. Et j'aurais aimé en savoir plus sur le centre dans lequel Jack et ses compagnons sont formés parce que finalement c'est un peu rapide à mon goût. Mais je vous conseille tout de même, si vous avez envie d'un roman fantasy original, facile à lire, vous pouvez y aller avec de la romance, il sera parfait pour vous. Ensuite, j'ai lu, dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche, Francesca de Lina Banks-Daughter, que j'ai beaucoup aimé. Là, nous sommes plutôt dans du thriller, dans du polar, pas dans du thriller, dans du polar. Alors, déjà, petite mise en garde, il y a un premier tome, qui est sorti également au livre de poche, qui s'appelle Annabelle. Il s'agit du second tome. C'est quand même mieux, je pense, de lire Annabelle parce qu'il y a beaucoup de références à ce premier tome dans ce deuxième tome. Je n'ai pas lu Annabelle. Perso, ça m'a pas vraiment dérangé. Attendez, j'ai éteint mon ordi parce que... Pardon, comme il a chaud, il fait du bruit. Oui, j'étais en train de vous dire que j'ai lu d'autres avis sur Francesca et beaucoup de lecteurs ont été perdus parce qu'il y a beaucoup de références à Annabelle dans ce roman. Je n'ai pas lu Annabelle, je n'ai pas eu le temps. Ça m'a pas vraiment dérangé. Mais voilà, tout dépend de votre sensibilité de lecteur. Donc, de quoi ça parle? On est en Suède, on va suivre Charlie Lager, qui est en fait un personnage récurrent, hein, puisqu'elle est aussi dans le premier tome, qui est flic, et qui reste vraiment plantée sur une affaire, elle n'arrive pas à oublier, elle boit beaucoup, elle est limite alcoolique. Et en fait, son chef un jour lui dit, bon c'est bon, maintenant Charlie, tu arrêtes les frais, tu fais tes valises, tu prends des vacances, repos forcé. Charlie va donc aller chez sa meilleure amie qui s'appelle Charlène, je crois, qui a 4 enfants, son mari vient de la quitter, elle n'en peut plus, vous imaginez bien. Et elle va aller dans son village natal qui a un nom très bizarre, c'est un nom suédois, je ne sais plus comment ça s'appelle, Gullspång, voilà, à Gullspång en Suède. Et en fait Charlie, bon, voilà, elle retrouve sa copine, elles sont très contentes. Et puis, très vite, Charlie va déterrer une histoire qui date de 30 ans, la disparition d'une fille qui s'appelait Francesca, qui était une fille de bonne famille, qui allait dans un lycée très huppé dans ce village, et du jour au lendemain, cette fille a disparu. Et en fait, on va alterner entre l'enquête de Charlie, qui essaie de savoir ce qui est arrivé à cette fille, il y a 30 ans, et le journal intime de cette fille, de cette fameuse Francesca, dont on a des extraits. Donc il y a une alternance, et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien. C'était, je sais pas, j'ai vraiment accroché avec la plume de l'auteur. Il y a un petit côté, comment ça s'appelle? Le chardonnay, non pas le chardonneret, purée, je vais pas retrouver, le maître des illusions de, je sais plus, mais bon, vous tapez le maître des illusions, vous allez tomber sur un bouquin qui est un coup de cœur que je vous conseille. Il y a un petit côté maître des illusions
dans le récit fait par Francesca à travers son journal intime, où on est dans un milieu très huppé, il se passe des choses dont on ne parle pas, on parle d'agression sexuelle, avec... Et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait à un moment donné. Francesca, je vous le dis, mais c'est pas spoilant. Elle est agressée sexuellement. Je ne vous dis pas par qui, je ne vous dis pas comment. Et en fait, ses parents ne la croient pas. Et ses parents, qui viennent d'un milieu très bourgeois, préfèrent mettre ça sous le tapis et préfèrent lui faire voir un psy, la traiter d'affabulatrice plutôt que de la croire. Ça, c'est hyper bien fait. C'est pas un coup de cœur parce que je trouve que la fin manque un peu de crédibilité. Le dénouement arrive très vite et en fait il y a des choses où je me dis mais en fait c'est pas possible de faire un dénouement comme ça. En gros la personne avoue très facilement et il y a des choses qui m'ont vraiment paru invraisemblables. Donc juste pour la fin c'est pas un coup de cœur mais ça aurait pu l'être si Linda Baxter nous avait fait un dénouement un peu plus riche, un peu plus dense, un peu plus intéressant et moins facile. Mais je vous le conseille vraiment. Je ne sais pas si je lirai Annabelle. Si j'ai l'occasion, je l'achèterai, je le lirai. Mais je vous conseille vraiment, en tout cas, de découvrir cette autrice parce que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu, alors attention, on change à nouveau de genre. On retombe dans du young adult avec Rani, Tara, Sonia, Chantal, Anna de Mitali Perkins. C'est aux éditions Bayard, donc dans leur collection plutôt jeunesse. Je sais pas s'il y a une collection dédiée, mais c'est jeunesse. Hein. Je dirais pour des ados 15, 16, 17, voilà, à peu près cette tranche d'âge. Et bah écoutez, c'est une super surprise parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de très ado et j'ai été vraiment agréablement surprise et je pense que même si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu inspirée de la vie réelle, ça va vous plaire. Alors de quoi on parle ? Ces 5 femmes sont toutes de la même famille. Rani, c'est la grand-mère, elle est indienne, elle arrive à New York dans les années 70 avec son mari. Elle a 2 filles, elle a Tara et Sonia, que l'on va suivre. Puis nous allons suivre les filles de Tara et Sonia, Chantal et Anna. Donc on va suivre 3 générations de femmes d'origine indienne à New York, depuis les années 70 jusqu'aux années 90-2000, avec forcément un choc dans les générations, forcément une intégration plus ou moins bien faite, plus ou moins bien vécue selon les époques. J'ai adoré les chapitres qui concernent Rani, qui concernent Tara et qui concernent Sonia, c'est-à-dire des chapitres qui se déroulent plutôt dans les années 70-80. Parce qu'en fait, on voit vraiment le conflit des générations entre Rani, qui est une pure... Alors, ils sont bengalis, donc ils viennent du Bangladesh, très exactement. Donc entre la grand-mère, enfin, Rani, donc oui, qui sera grand-mère plus tard, qui elle est vraiment la bengali pure et dure, qui porte le sari, qui ne va pas travailler, qui a du mal à s'intégrer, qui ne se fait aucun ami à l'étranger, à New York, qui est vue comme une étrangère d'ailleurs par les New-Yorkais, qui observe les rites, etc., qui a du mal à s'intégrer, qui ne passe pas le permis de conduire, par exemple, qui va... Voilà, on a vraiment cette première vague d'immigration, puis on a les enfants de ces immigrés qui sont nés sur le sol... Alors les filles, non, c'est pas vrai. Tara et Sonia sont nées en Inde, mais elles ont vécu à Londres, et ensuite elles ont vécu à New York. Elles ont la citoyenneté américaine, qui elles vont vraiment essayer de s'intégrer du mieux qu'elles le peuvent. Donc ça passe par la mode, ça passe par les habits, ça passe par l'engagement civique, dans les droits civiques, on est dans les années 70. Mais elles sont quand même vues comme les indiennes de service à cause de leur couleur de peau, à cause de leur coiffure. Donc elles sont déchirées en fait, elles, entre cette volonté de s'intégrer véritablement comme de véritables New-Yorkaises, de véritables américaines, et puis finalement l'image que les autres leur renvoient. Elles restent des étrangères malgré tout. Donc ça, j'ai trouvé que ça très intéressant. Et puis on a la 3e génération, Chantal, Anna, qui elles sont de purs produits américains. Elles sont nées sur le sol américain. Elles ont la citoyenneté américaine, même si une va se sentir plus américaine que l'autre. C'était vraiment bien fait. Alors j'ai moins aimé ce qui concernait Chantal et Anna. J'ai trouvé que c'était plus jeunesse, plus young adult. Mais franchement, pour Rani, Tara et Sonia, vous pouvez y aller. C'est limite... Moi j'ai pas trouvé que c'était trop young adult, trop jeunesse en fait. Parce qu'on parle de faits de société, on parle de racisme, on parle de la place des femmes dans la société américaine, mais aussi dans la société bengali, dans la société indienne. On apprend plein de choses.
sur des traditions indiennes où on se dit mais waouh, on en est encore là, c'est pas possible. Notamment sur le sort des veuves, c'est effrayant. Mais aussi sur une société indienne, sur une société bengali qui commence à changer malgré tout. C'était hyper intéressant et je vous le conseille parce que, bah écoutez, je l'ai lu en un jour et demi et j'ai vachement aimé. Finalement, c'était une très très bonne lecture. Il y a vraiment, je vous dis que la fin, la dernière partie sur Chantal et Anna, où j'ai trouvé qu'on partait plus sur des thèmes young adult, les amourettes de lycée, avec un ton plus jeunesse. Mais les 2 premières parties sont vraiment super bien et très très intéressantes. On arrive dans mon top 3. Ouais, allez, je vais vous parler de celui-ci. C'est presque un coup de cœur. Mini coup de cœur, on va dire, miniaturiste de Jessie Burton aux éditions Folio, que j'ai lu dans le cadre de mon club de lecture. On devait lire cette autrice. J'ai choisi miniaturiste et j'ai adoré. Franchement, c'était au top. Alors, nous sommes au XVIIe siècle. Nous sommes à Amsterdam. Nous allons suivre Nella, qui a 18 ans, qui vient juste d'arriver de sa campagne pour Amsterdam, puisqu'elle a été mariée. Alors, mariage arrangé avec Johannes, qui est un riche commerçant d'Amsterdam. Lui, il a 40 ans, il ne s'est jamais marié, donc mariage arrangé. Lui, ça l'arrange de prendre une femme à 40 ans parce qu'il se dit il est peut-être temps de fonder une famille. Et elle, Nella, son père vient de mourir et il a laissé plein de dettes à la famille, donc il faut qu'elle se trouve un mari riche. Bref, ça arrange tout le monde. Nella arrive dans cette famille à Amsterdam, donc vous savez, dans ces grandes maisons qui sont au bord des canaux, dans une famille riche qui respire le luxe. Elle ne va pas être accueillie par son mari, mais elle va être accueillie par sa belle-sœur qui s'appelle Marine. Et c'est une femme très austère, qui s'habille, je crois, tout en noir ou en gris, qui va à la messe, qui est très religieuse. Elle va très peu voir son mari, Nella. Dans la famille, donc il y a Marine qui chapeaute la maison, qui dirige tout. Il y a un serviteur qui est noir, qui vient, que Johannes en fait a ramené d'une expédition, donc c'était un ancien esclave. Mais alors c'est le serviteur, mais en même temps, c'est quelqu'un d'instruit, que Johannes a pris le temps d'instruire, il sait lire, il sait écrire, son maître lui donne même des tâches assez importantes à faire dans la maison. Et il y a Cornelia qui est la servante. Et donc Nella va débarquer dans ce monde. D'abord, elle n'a pas les codes, puisqu'elle vient de la campagne, donc il va falloir qu'elle apprenne les codes du monde de la ville. Elle va essayer de faire sa petite place dans cette famille austère où elle ne voit jamais son mari. Elle commence à se poser des questions, on l'a très peu instruite sur les choses qu'une femme et un mari doivent faire dans l'intimité, donc tout ça, ça la travaille beaucoup. Et puis, il va se passer un truc. Alors, avant de vous dire ça, Johannes va offrir comme cadeau de mariage à sa femme une très très grande maison de poupées. Et en fait, Nella va commencer à recevoir, de manière anonyme, des petits éléments pour mettre dans cette maison de poupées. Donc un petit berceau, une petite commode. Elle va se rendre compte que tout ce qu'elle reçoit, alors ça va être un petit chien, etc. Tout ce qu'elle reçoit, en fait, c'est la réplique exacte de ce qui existe en vrai dans sa maison. Voilà, donc ça c'est un peu le côté étrange. Alors, pourquoi c'est pas un très très gros coup de cœur, mais quand même une très bonne lecture. Parce que j'ai trouvé que les 100 premières pages étaient très longues. Franchement, j'ai lu les 100 premières pages, je me suis dit, waouh, purée, si c'est comme ça tout le long, je vais m'emmerder. Parce qu'au début, on sait pas trop où veut en venir l'auteur. La relation entre Nella et Marine est très étrange. Les dialogues sont très étranges. Je me suis dit, ouais, je me suis pas dit je vais abandonner, mais je me suis dit ça va être hard. Et en fait, au bout de 120 pages, il se passe un truc. Et alors là, ça part dans un truc d'une noirceur, où les secrets de famille éclatent, où vous avez le poids de la société, de la religion, des apparences, de cette société amsterdamoise, je crois que ça se dit, qui est quand même très spéciale. Et alors c'était génial, je n'ai pas pu lâcher ce bouquin jusqu'à la fin. C'était super, brillant, c'était concis, c'était pur comme un diamant, vous pouvez y aller.
Je vous le dis, il faut passer quand même ces 100-120 premières pages. Et alors, une fois que vous avez la révélation, que j'ai vu venir, mais ça m'a pas déçu d'avoir cette révélation qui éclate comme ça. Oh, c'était bien. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce bouquin. Ensuite, mini coup de cœur. Et vous allez voir, c'est un petit peu la même problématique que le précédent. C'est Demain et le jour d'après de Tom Zveterlich aux éditions Albin Michel l'Imaginaire, que j'ai beaucoup aimé, contre toute attente, parce que j'avais lu beaucoup de critiques et beaucoup de copains blogueurs n'avaient pas forcément aimé. Et ben moi, j'ai surkiffé cette lecture. Alors, nous sommes dans un monde futuriste, donc on est dans de la science-fiction. Il y a eu une bombe nucléaire à Pittsburgh aux États-Unis qui a rasé la ville et qui a tué des centaines de milliers de personnes, dont la femme de notre personnage principal, John Dominic Baxton, qui était éditeur de poésie, qui s'est reconverti comme assureur pour l'archive. L'archive, alors, dans ce monde de science-fiction, chaque être humain a une puce implantée dans le cerveau qui lui permet de voir directement sur son œil internet en fait, si vous voulez, en gros. Voilà, par exemple, vous êtes dans la ville, on va vous proposer, vous passez devant un McDo, on vous propose le menu du McDo, vous proposez réduction, vous êtes spammé en permanence par des pubs pour tel magasin, pour telle réduction, vous avez le plan, vous savez, Google Maps complètement intégré, etc. Et John Dominic Blackstone, il a perdu sa femme dans l'explosion nucléaire, il n'arrive pas à s'en remettre, il prend d'ailleurs beaucoup de drogue. Il est complètement... c'est une loque au début du bouquin, il est alcoolisé, c'est une loque. Et lui en fait son job c'est d'explorer l'archive, donc en fait en gros l'archive c'est... vous allez sur internet au temps de Pittsburgh où ça n'a pas éclaté, donc vous pouvez vous balader dans les appartements des gens, dans les rues, comme Pittsburgh était à l'époque. Et il fait ses enquêtes comme ça, et il découvre un cadavre un jour, et on lui demande d'enquêter sur ce cadavre. Est-ce que cette femme a été tuée par l'explosion ou est-ce que c'est une autre cause de mort? Tout va partir de là. Alors, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je vous ai dit, c'est un peu comme tout à l'heure le miniaturiste. Les 100 premières pages sont un peu poussives parce qu'on suit ce personnage qui est entre nous, c'est une locumène. C'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais on voit pas trop où veut en venir l'auteur au départ. Il faut comprendre, il faut choper aussi ce truc de la narration qui nous plonge dans un monde, on peut dire apocalyptique, où avec cette puce on est sans arrêt en contact avec la société d'hyperconsommation parce qu'on veut toujours nous faire consommer plus, avec une société hyper sexualisée. Vous avez toujours des spams pour aller voir, visiter des sites porno, visionner des vidéos porno, etc. Donc je trouve que ça c'est... faut prendre le coup, et une fois qu'on a pris le coup, le roman se change en thriller de science-fiction, et là je n'ai pas pu lâcher. Donc tout part de la mort, vous avez compris, de cette fille. A-t-elle été assassinée ou est-elle morte pendant l'explosion à Pittsburgh? Et c'est glauque, il y a des scènes très violentes. J'ai pas pu lâcher en fait. Je me suis demandé qu'est-ce qui était arrivé à cette fille. J'étais dans l'enquête à côté de John Dominic Blackstone. J'ai trouvé que c'était hyper bien fichu. Tous ces trucs là qui lui arrivent sur son scan rétinien, toute cette pub, j'ai trouvé que c'était le message que voulait faire passer l'auteur était hyper intéressant, même si parfois c'est un peu lourd. Voilà, je vous le conseille, faut s'accrocher, c'est quand même une narration assez spéciale. Allez voir d'autres chroniques, d'autres blogueurs parce que ça n'a pas plu à tout le monde. Mais en fait, moi, une fois que j'ai passé, je vous dis, ces 150 premières pages, purée, mais je n'avais qu'une envie, c'était de retourner dans mon bouquin et de savoir le fin mot de l'histoire. Et c'était passionnant. Voilà, donc encore une fois, je vous conseille cet auteur, qui est le même auteur qui a écrit Terminus, que j'avais surkiffé. Et je termine par mon coup de cœur, 1794, de Niklas Nat Hordag aux éditions Sonatine. C'est la suite de 1793, rappelez-vous, que j'ai lu l'été dernier, que j'ai surkiffé, qui était un coup de cœur. Et c'est à nouveau un coup de cœur. Je ne sais pas comment fait cet auteur parce que en général les seconds tomes c'est un peu, vous savez, c'est la vague et après ça redescend un peu, coup de mou. Et alors là, pas du tout, c'était incroyable. Je l'ai lu, je crois que je l'ai bouffé en 2 jours. C'était trop bien. Donc nous sommes en 1794, en Suède. On va suivre
dans une première partie un personnage qui s'appelle Eric, qui est assez jeune et qui est d'ascendance noble, avec un père qui a beaucoup de terrain, beaucoup d'employés. Et Eric a le malheur de tomber amoureux de la fille d'un des employés, qui vient d'un milieu plutôt paysan. Et le père de Eric s'oppose à cette union, donc il va trouver une super bonne idée. Il va éloigner son fils de cette femme et il va l'envoyer à Saint-Barthélemy, donc Saint-Barth pour les connaisseurs, qui à l'époque ne ressemblait pas à cette belle île que nous avons bien sûr en carte postale. C'était une des plaques tournantes de l'esclavage. Donc Eric, c'est un peu Candide qui débarque au pays de l'esclavage, de l'esclavagisme. Voilà, donc il est très content d'arriver et puis en fait il se rend compte que la situation à Saint-Barthélemy c'est à gerber. Donc vous avez des scènes d'une violence sur la traite des Noirs qu'on fait débarquer d'Afrique. C'est, je vous préviens, c'est pour âme sensible s'abstenir. C'est terrible, mais c'est je pense que c'est d'un réalisme cruel. Et notre Eric va se lier d'amitié avec un personnage pas très recommandable. Bref, je vous passe les détails. Eric parvient à revenir en Suède, parvient à épouser sa dulcinée. Et c'est dans la 4e de couverture. Hein. Lors de leur nuit de noces, il se passe un truc. Et la dulcinée, la mariée, l'épousée, meurt dans d'atroces circonstances. Voilà. Deuxième partie du roman. On retrouve notre John Michael Cardell, qui était dans 1793, toujours avec son bras gauche en bois, hein, qu'il a perdu à la guerre, toujours en train de cuver son vin, c'est une horreur. Et la mère de la victime va demander donc à John Michael Cardell d'enquêter parce qu'on lui dit un truc à la mère de la victime, elle le croit pas, elle pense que elle a été assassinée. Voilà. Et là, ça part dans un truc d'une noirceur, d'un glauque. Faut avoir le cœur quand même bien accroché, mais alors je n'ai pas pu décrocher avec un personnage d'une perversité. J'ai rarement vu ça quand même. Ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai toujours du mal à m'en remettre. Je peux pas vous en dire trop non plus parce que voilà, si vous avez, c'est pas gore. Ce n'est pas, il fait pas de la violence pour de la violence, cet auteur. Il va pas vous faire du gore pour du gore. C'est très réaliste en fait, et on est dans cette atmosphère de Stockholm, mais j'aurais jamais voulu habiter à cette époque là, parce que c'est une horreur. Soit vous êtes complètement alcoolisé, soit vous êtes une prostituée hein, pour les femmes. Enfin bref, c'est une horreur, c'est la fange, c'est la boue, c'est le froid, c'est la faim, c'est l'alcool. C'est ça fait peur. On retrouve un des personnages, comment elle s'appelle, Lisa je crois, je me rappelle plus, qui était dans le 693, donc on en sait un peu plus sur elle, où vous avez une scène d'accouchement, mon dieu, mais c'est horrible, c'est voilà. Bref, découvrez cet auteur. 1793 est sorti en poche chez Pocket, 1794 vient de sortir chez Sonatine, mais franchement vous ne serez pas déçus, la plume est d'une densité, la narration est excellente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour vous le vendre ce bouquin? J'ai adoré, gros coup de cœur. Voilà, c'en est tout pour mes lectures. Vous voyez quand même que c'était pas mal dans l'ensemble. Je suis assez contente de moi. Je reviens très bientôt pour vous parler de ma palle de l'été avec le challenge de Céline. Voilà, comme chaque année j'essaie de vous la faire. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!